Mesdames et messieurs, bonsoir. On a l'habitude d'entendre cela. Nos villes et communes ne sont pas propres généralement, à commencer par Abidjan. Malgré les efforts déployés de temps à autre, la situation reste presque inchangée. C'est cela notre préoccupation ce soir, parce que le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a mis en route une nouvelle politique de salubrité que nous allons décortiquer avec nos invités ce soir. Et nos invités, ce sont M. Félix Nadro. Bonsoir. Bonsoir. M. Félix Nadro, vous êtes le conseiller technique du directeur général de l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED. Auprès de vous, M. Cédric Lombardo, bonsoir. Bonsoir. Expert en développement durable. Aujourd'hui, nous allons parler environnement avec vous. Vous êtes le directeur associé de B-Development, c'est bien cela? C'est cela, merci. Ensuite, M. Lazeni Ouattara, bonsoir. Bonsoir. M. Lazeni Ouattara, vous êtes le directeur général de la salubrité et de la lutte contre les nuisances. Je ne me suis pas trompé du tout. C'est exact. Et pour terminer, M. Blaise Adja Aguédé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Secrétaire général, coordonnateur de la nouvelle chefferie d'Akwedou. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation d'être sur ce plateau aujourd'hui pour nous expliquer une situation qui intéresse tout le monde, l'enlèvement des ordures, en particulier les déchets venant des ménages. C'est un véritable casse-tête pour les Abidjanais et pour l'autorité elle-même depuis quelques années. Les dysfonctionnements, comme vous l'avez constaté, les dysfonctionnements réguliers observés sur toute la chaîne de ramassage ont mis la ville d'Abidjan dans un état d'insalubrité à ne pas laisser continuer. Regardons ce reportage de Joël Diallo, Chris Diomandé et Flora Baloguei pour mieux comprendre. La gestion des ordures ménagères est assimilée, un véritable casse-tête pour le district d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. La capitale économique vitrine de la Côte d'Ivoire ne reflète plus depuis de nombreuses années la beauté que lui enviaient certains pays de la région. En termes de salubrité, l'État ambitionne de gérer de façon efficiente les ordures ménagères avec, bien entendu, le concours actif et l'adhésion pleine des populations. Ainsi, l'État a-t-il pris de nouvelles mesures parmi lesquelles figure en bonne place la fermeture définitive de la décharge d'Akwedo au profit de la mise en marche du centre d'enfouissement technique de Kosiouin. Un mécanisme qui se déroule progressivement, mais en attendant d'atteindre les objectifs finaux, voici le constat sur le terrain. L'insalubrité en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pratiquement pas d'évolution. Parce que l'évolution, elle doit être quand même générale. Il ne faut pas cibler certains quartiers et puis défavoriser d'autres. Il y a encore des efforts à faire. Il y a trop de saleté, trop d'ordures, un peu partout. Bon, mais dans ces temps-là, il y a des voitures qui passent dans les quartiers pour prendre les ordures. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait que nous-mêmes, les Ivoiriens, nous mettons aussi la propreté. Même quand il pleut dans les quartiers, les gens jettent les saletés dans l'eau. Ce qu'ils ont envoyé là, en tout cas, c'est bien les camions avec les poubelles là. Tu dis, chez nous, à Tékoubé là-bas, les gens travaillent fort. Ils ramassent matin, 5 heures, ça vient seulement. En tout cas, c'est bon. Je crois qu'il y a un peu de changement au niveau des salubrité d'Adjamé, au niveau des saletés d'Adjamé. Depuis au moment, ça vaut maintenant plus de 2 semaines qu'on a vu une nouvelle société. Par les environs de 21h par là, quand je rentre chez moi à la maison, je vois que les gars nettoient tout boulevard pour aller jusqu'à Carrefour Mayafa. Et puis vu que non, ils ont les petits camions qui se promènent dans les quartiers pour ramasser les ordures. Donc moi, chez moi, il y a un changement. Voilà. Bon, je vois que Abidjan n'est pas aussi propre que ça. D'une part aussi, ça dépend de la population. Si nous buvons de l'eau et puis nous jetons les chassés partout, et puis chacun de nous doit être le gardien de l'autre, de ne pas laisser son camarade jeter les sachets partout, les ordures n'importe comment. Abidjan est vraiment très sale, très sale. Parce que nous voyons quand même dans les communes, vraiment d'abord, on jette des ordures même sur la route. Abidjan ne peut pas avoir seulement qu'une à 2 sociétés de ramassage d'ordures, au moins plusieurs. Pour la propriété d'Abidjan, on pourrait mener une politique qui serait de peut-être placer des bacs à ordures un peu partout dans les quartiers. Il faut de constater qu'un peu partout on jette les ordures. Une fois qu'on mange, il n'y a pas de bac à ordures où mettre en fait les déchets. Donc on a pour tendance de jeter ça dans la rue comme ça. Le processus mis en place suffit-il à juguler ce problème de société s'il n'est pas appuyé par une forte dose de civisme? Sinon, comment comprendre que nos villes ne ressemblent pas à la volonté que nous mettons dans la propreté de nos villages?
Naturellement, je commencerai par vous, monsieur le directeur général de la salubrité et de la lutte contre les nuisances. Vous avez suivi ce reportage et il y a des choses en votre faveur, mais il y a certaines choses aussi qui nous disent qu'il reste beaucoup à faire. Oui. Vous-même, lorsque vous regardez sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez de façon nette? Le constat, il est exact. Et je dirais même, il est un peu pire parce que au niveau de la gestion des déchets, il faut reconnaître qu'on a connu beaucoup d'insuffisances. Nous avons connu beaucoup d'insuffisances, tant au plan technique qu'au plan social, le comportement des populations. Et à cela, il faut ajouter aussi l'insuffisance de la population qui a été soulignée par tous ceux qui ont été interviewés. L'occupation anarchique, l'incivilité des populations qui occupent de part et d'autre tout ce qui est espace public. Ce sont autant d'éléments qui viennent aussi alourdir vraiment l'image du secteur de la gestion des déchets et qui ternit l'image de nos villes. Il n'y a pas qu'Abidjan, il y a également toutes les villes du pays. Il suffit que vous rentrez dans une ville, vous êtes accueilli par les ordures ménagères et vous en sortez par les ordures ménagères. Et je crois que c'est ce qui a vraiment motivé le ministère de la Salubrité pour prendre vraiment le taureau par les cornes et trouver les solutions idoines à ce fléau qui ne cesse de ternir l'image du pays, d'autant plus que nous allons aller à l'émergence de ce pays en 2020. Alors, vous avez suivi ce reportage qui nous dit très clairement que des choses ont été faites, mais on continue d'avoir des ordures de décharge à ciel ouvert et on envoie toujours les ordures. L'enjeu, c'est quoi aujourd'hui pour vous? L'enjeu, c'est d'abord, nous devons moderniser le système de gestion d'Abidjan. Souvenez-vous que ce secteur, il est très longtemps sinistré, dans une inertie totale. Il n'y a pas eu d'innovation en la matière. Et aujourd'hui, pour faire face à l'épineux problème des déchets, la production elle est sans cesse croissante de jour en jour. Il faut trouver les moyens pour faire face. Et les moyens, c'est de pouvoir trouver les moyens matériels d'abord. Et en plus, la technologie qui va avec l'utilisation des moyens matériels et également l'adhésion de la population qui permet d'accompagner toute cette stratégie de gestion des déchets. Parce que nous ne pouvons pas enlever les déchets si la population aussi ne s'approprie pas, n'adopte pas des comportements éco-citoyens pour nous faciliter l'enlèvement. On a beau faire les efforts, effectivement les camions passent, mais les déchets sortent après le passage des camions. Effectivement les camions passent, mais les déchets ne sont pas présentés au moment du passage des camions. Donc vous conviendrez que, quel que soit l'effort, il y aura toujours des déchets derrière qui ne peut pas être ramassé par les équipes de ramassage. Et donc, il faut nécessairement que la population puisse être vraiment civilisée pour nous accompagner vraiment dans cette politique que nous sommes en train de dérouler. Voilà. Alors, M. Félix Nadro, c'est évident que lorsqu'on est dans une telle situation, l'Agence nationale de gestion des déchets, vous vous retrouvez dans une posture assez difficile. Tout à fait. Tout à fait. On a du mal à enlever les ordures, surtout quand ça vient au moment où les camions de ramassage sont déjà passés. Tout à fait. Mais je voudrais d'abord ajouter à ce qu'il vient de dire que parmi les paramètres qui expliquent un peu l'état d'insalubrité de nos villes, il y a aussi le problème institutionnel. Le problème institutionnel parce que c'est vrai, c'est l'ANAGED qui est l'autorité qui régule toute la filière, mais en réalité, nous partageons cette responsabilité avec les collectivités. Et à ce niveau, je pense que les choses ne se passent pas toujours bien. Ça, il faut le souligner. Sinon, effectivement, je reviens sur ce qu'il a dit. La sensibilisation de la population aujourd'hui, nos chevaux de bataille. Parce que, comme il a dit, lorsque les camions passent et que les ordures ne sortent pas et qu'on les fait sortir après, cela crée évidemment des problèmes. Donc, il y a des éco-gestes que la population doit respecter. C'est un travail d'ensemble. L'État a beau investir des milliards pour construire des ouvrages. L'État a beau investir des milliards pour sélectionner des opérateurs professionnels. Mais si la population ne suit pas, on aura toujours des villes sales. Alors, c'est une question qui s'adresse à vous deux à la fois, mais je la pose quand même. Pourquoi on en est encore à se poser cette question? À qui la responsabilité d'enlever les ordures? On a l'impression qu'il y a des responsabilités qui sont désertées et que certaines personnes devaient le faire et qu'elles ne le font pas. Ouais, c'est un peu Comment est-ce qu'on se marche sur les pieds? C'est un peu ce que je disais parce que tout cela est régi par des textes. Tout cela est régi par des textes. Et si on se réfère aux textes, l'autorité qui est chargée de l'enlèvement des ordures est
la NAGED. Mais dans la pratique, ce qui a dû se passer après 2007, parce que quand il y a eu d'abord l'ordonnance de 2007 qui transférait les compétences en matière d'ordures au ministère de la Ville, qui est aujourd'hui le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement. Quand l'autorité a été confiée à ce ministère, il y a eu un peu de grincement des dents. Donc, nous avons même mis un peu de côté le texte qui disait que c'est le ministère qui avait la responsabilité, et nous avons cédé certains maillons de la gestion des déchets aux collectivités. Mais dans la pratique, cela se passe mal. Parce que, oui, allez-y. Dans la pratique, cela se passe mal parce que les collectivités estiment qu'elles n'ont pas toujours les moyens pour faire ce qu'on leur demande de faire en matière de salubrité. Ce qui fait que même quand on réussit à faire la collecte, lorsque la pré-collecte est confiée aux collectivités n'est pas assurée, on a forcément une ville qui est sale. C'est là le problème. Alors, cette question, vraiment, je la pose à M. Ouattara. Mais qu'est-ce qui est dévolu à qui exactement? Qui ne fait pas sa part? Alors, il faut dire que les textes sont clairs là-dessus. Le ministère de la Salubrité, il est responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Et donc, pour ce faire, il y a une agence d'exécution qui est la NAGED, qui est le bras opérationnel du ministère. Et donc, c'est le ministère qui est chargé de la collecte des déchets. Ça, c'est clairement dit. Et en ce moment-là, les collectivités ont une part de responsabilité au vu de leurs prérogatives. Et donc, quand les textes ont été pris, le nouveau décret de la création de la NAGED, alors on a mis au centre de la gestion les collectivités qui doivent jouer un rôle de régulation, un rôle de contrôle du début jusqu'à la fin au niveau du territoire communal. Et donc, l'enjeu même de cette vision, de cette nouvelle vision, c'est qu'il faut que toute la chaîne opérationnelle de gestion des déchets soit sous la responsabilité d'un acteur qui est l'opérateur et qui soit supervisé par l'administration avec les collectivités ensemble. Et donc, les mairies, ils jouent pleinement leur rôle dans la supervision et le contrôle. La mairie, le ministère joue son rôle d'autorité qui doit mettre en place la politique, et la NAGED assure le bras opérationnel de la filière. Voilà. Et donc, chacun a son rôle à jouer, et si tout le monde joue son rôle comme il se doit, vous avez une cohérence dans la filière, et une cohérence des actions et une synergie des actions. Absolument, nous comprenons cela parfaitement. Les rôles sont bien répartis en théorie, mais en pratique, sur le terrain, il se passe certaines choses qui font quelquefois, nous voyons des amoncellements d'ordures, de déchets. Des fois, on ne comprend pas trop. Monsieur Cédric Lombardo, en regardant tout cela de loin aujourd'hui, quel est le constat que vous faites? Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Quel est le constat que vous faites sur le terrain? Le constat a été clairement dressé par les populations. Je veux dire, on le voit nous-mêmes tous les jours. On a aujourd'hui un système de gestion des déchets depuis quelques décennies qui n'est pas à la hauteur de ce que nous avions dans le passé. J'ai envie de dire, on voit la NAGED aujourd'hui. Dans l'ancien temps, on avait la CITAF au niveau urbain. On avait aussi les comités hygiène santé villageoise au niveau villageois. Et cet ensemble faisait qu'on avait un territoire qui arrivait à maîtriser la gestion des déchets. Maintenant, ce qu'il faut aussi regarder quand même, c'est la quantité de volume. Nous sommes tous responsables, institutions, opérateurs économiques, sociétés civiles, citoyens, on a tous une responsabilité. Maintenant, il faut quand même prendre conscience du volume que nous avons. Il est difficile de trouver des chiffres sur la production de déchets en Côte d'Ivoire, puisque c'est bien ça que nous produisons. La nature ne produit pas des déchets, il n'y a que l'homme qui fasse ce genre de choses. Je crois qu'en 1998, on avait à peu près 400 000 tonnes de déchets sur la seule ville d'Abidjan. En 2005, dernier chiffre officiel, en tout cas dans la littérature scientifique, on avait pratiquement 1,5 million de tonnes de déchets. Nous sommes en 2018, on doit avoir pratiquement à la ville d'Abidjan 1,9 million de tonnes de déchets pour la seule ville d'Abidjan. 1,9 million de tonnes, c'est l'équivalent de la production annuelle de cacao de toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ça veut dire que dans une seule ville, on produit autant que la première richesse de ce pays. Et la richesse de ce pays, pour le cacao, pour le mettre en œuvre, vous avez une filière logistique de pré-collecte, de collecte, de transport sur Abidjan, etc., qui est gigantesque, qui est opérationnelle parce qu'elle est rémunératrice. Et le véritable problème des déchets que nous avons, ce n'est pas seulement les entre guillemets, conflits institutionnels que nous avons entre l'administration centralisée et les collectivités territoriales. Cela peut se gérer rapidement. Oui. Voilà, ce n'est pas seulement le comportement des populations qui a besoin de revenir à la sensibilisation.
Je reviens encore quand on était petit, on avait beaucoup d'éléments éthiques à la télévision, on avait beaucoup de choses qui nous formaient d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment de comprendre comment mettre en place une stratégie économique de collecte des déchets. On a besoin de plusieurs opérateurs, 1,9 million de tonnes, c'est gigantesque à traiter, vous imaginez, sur chaque année. Et je fais une petite parenthèse, au moins 500 000 tonnes par an minimum ne sont pas traitées, viennent s'accumuler aux déchets qui sont restés encore sur le territoire. Et donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut mettre en place une stratégie économique. Et cette stratégie économique, elle ne sera véritablement opérationnelle et rémunératrice que lorsqu'on rentrera dans une économie circulaire. On le dit, dans le monde des déchets, les ordures, c'est de l'or qui dure. Il faut simplement passer de la parole et arriver effectivement à faire du déchet un élément générateur d'activité, un élément générateur de revenus et arriver à améliorer le comportement économique de cette filière. L'État seul ne peut pas tout sur ses simples revenus. Très bien. Justement, c'est ce que nous allons l'aborder dans la dernière partie de notre émission. Monsieur Aguédé, votre présence sur ce plateau, c'est fortement symbolique. Akouédo, lorsqu'on dit Akouédo, tout le monde comprend déjà ce qui se passe aujourd'hui. Comment est-ce qu'Akouédo se sent? Aujourd'hui, Akouédo se sent comme hier. Certaines autorités l'ont déjà répété à plusieurs reprises. Pendant qu'il y a conflit de compétences ou conflit institutionnel au niveau de la gestion des déchets, malheureusement, ce sont les populations d'Akouédo qui subissent les effets néfastes de ces déversements ou de cette gestion approximative des déchets de la ville d'Abidjan. Akouédo village a réclamé un mieux-être, ce qui est, je dirais dire même, naturel et normal. Malheureusement, beaucoup reste encore à faire. D'accord, mais aujourd'hui, vous avez vu aussi ce reportage qui est passé. Quel commentaire vous avez à faire là-dessus? J'ai un peu souri parce que c'est le quotidien dans lequel baigne le village d'Akouédo. Vous comprenez que tous ces déchets qui sont collectés ça et là, eh bien, leur destination finale, c'est le village d'Akouédo. Il y a, je dirais, 53 ans, en 1965, quand cette décharge prenait forme, eh bien, le village était assez éloigné, à un peu plus de 2 km de cette décharge. Mais aujourd'hui, c'est une clôture qui sépare la décharge, cette décharge qui est exploitée, j'ai dit, de manière artisanale, traditionnelle, seulement une clôture qui sépare cette décharge du village d'Akouédo. Comprenez donc que toute l'induisance que nous subissons en ville et que, à juste titre, nos populations décrivent, eh bien, c'est le village d'Akouédo qui endosse toute cette, je dirais même, cette gestion néfaste, ou je dirais même cette gestion approximative de nos déchets. Alors, Monsieur Ouattara, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que les populations sont autant attentistes et réfractaires aux décisions qui sont prises par l'autorité en matière d'enlèvement d'ordures? Nous reparlons tout à l'heure d'Akouédo. C'est le comportement, c'est l'incivilité. On a tendance à croire aujourd'hui que l'Abidjanais ou bien l'Ivoirien n'a plus de repères en matière de comportement. Souvenez-vous que la ville d'Abidjan était l'une ville où des pays limitrophes venaient prendre des exemples ici en matière de salubrité, dans un passé très récent. Aujourd'hui, ce sont ces pays-là qu'on cite Abidjan comme des villes qui étant propres. C'est dû à quoi? C'est que les populations de ces pays-là ont adopté des comportements qui accompagnent la politique de la salubrité. Et aujourd'hui, l'Abidjanais, ce qu'on constate, c'est que l'Abidjanais ou l'Ivoirien ne peut même pas entreprendre un minimum de gestes pour nettoyer. Justement, c'est cela notre question. Quand on entre dans l'esprit de cet Ivoirien dont vous parlez, dans sa tête, qu'est-ce qu'on ressort? Oui, on ressort, c'est que l'Ivoirien pense que la salubrité doit incomber à l'administration. C'est l'affaire du maire, c'est l'affaire du ministère. Avant, c'est l'affaire de chacun, de lui au niveau familial. C'est avant tout, au niveau familial, c'est l'affaire de chacun. Mais ce qui se passe, c'est que l'Ivoirien pense que la salubrité, c'est le maire qui doit enlever les déchets, c'est le maire qui doit nettoyer devant sa maison, la maison de l'habitant, c'est le ministère qui doit venir nettoyer les caniveaux, alors que c'est des gestes qu'on demande à chacun, un petit geste, une journée, un dimanche matin, ça permet d'avoir le cadre de vie sain et ça permet de protéger aussi la population des maladies.
etc. Et donc, c'est ce comportement qui a tourné d'un moment à l'autre, où on rejette la responsabilité du quotidien, de la qualité, de la préservation du cadre de vie à l'autorité ou à l'autorité communale ou administrative. C'est ce comportement que nous décrions. Parce que, quels que soient les efforts, les stratégies, les politiques que nous mettons en place, si l'essence n'est pas au niveau du comportement individuel, nous n'aurons pas de résultats. Et c'est la population qui va en partie parce que l'insalubrité, c'est les maladies, c'est l'improductivité, on ne pourra pas se développer. Imaginez-vous combien de personnes arrivent à déployer de l'argent pour aller se faire soigner parce que le caniveau qui est à côté, il est insalubre, il est bouché, il y a des eaux usées dedans. Et tout le temps, c'est les enfants qui sont malades 1 fois, 2 fois par mois. On n'estime pas l'argent qu'on peut déployer pour aller, qu'on puisse mobiliser pour aller soigner ces enfants, alors qu'on pourrait nettoyer simplement le caniveau pour ne pas connaître ces maladies. Et c'est cette prise de conscience que nous sollicitons, que nous souhaitons vivement chez les populations, qu'on ait ce réflexe pour dire qu'une fois le cadre de vie, ou une fois où je vis est sale, je serai malade et c'est des dépenses aussi que je vais faire. Alors, M. Félix Ndadro, comment est-ce qu'un message aussi simple ne peut pas être compris? Bon, je voulais d'abord revenir sur ce que mon voisin a dit concernant les données. Il a dit qu'avant, on disposait de données sur la quantité de déchets qui étaient enlevés. Je voulais vraiment le rassurer à ce niveau-là pour lui dire que l'ANAGED, chaque jour, sort les statistiques sur les données. Depuis 2007 jusqu'en 2008, nous disposons de toutes les statistiques concernant les données des déchets, la quantité de déchets produits. Voilà. Pour revenir à votre question, c'est vrai, c'est un message simple, mais c'est une question de comportement. C'est une question de discipline. Ce n'est même pas seulement dans le domaine de la salubrité que ce problème se pose. L'Ivoirien est un peu indiscipliné, il faut le reconnaître. Parce que ces pays qu'on a vus aujourd'hui, des pays comme le Rwanda, comme le Ghana, ce qui fait la différence entre ces pays et nous, c'est la discipline. Quand des dispositions sont prises, quand des instructions sont données, ces instructions-là sont respectées. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Est-ce que derrière cette attitude, il n'existe pas un message? Monsieur X est en train de vous dire, par exemple, je n'ai pas envie de le dire, lorsque j'ai un besoin aussi pressant que naturel, que je n'ai pas de toilette publique, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que ce n'est pas un message de ce type qui est en train de s'adresser à l'autorité? Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas parce qu'on peut s'adresser à l'autorité autrement. Ce n'est pas en urinant partout dans les rues qu'on dira à l'autorité, c'est parce qu'il n'y a pas d'urinoir qu'on le fait. Moi, je pense qu'on peut envoyer le message à l'autorité autrement. Mais c'est un problème de comportement des Ivoiriens et c'est ce qui doit changer. C'est ce qui doit changer. C'est ce qui doit changer parce que uriner partout, déverser les ordures partout, il faudrait que ça change. Bon, maintenant qu'on a mis les bacs avec la nouvelle stratégie, qu'on a mis les bacs dans les rues un peu partout, on verra effectivement si l'Ivoirien est un Ivoirien discipliné. Si l'Ivoirien utilise réellement les bacs et qu'il ne déverse pas les ordures à même le sol, on le verra. Très bien. Monsieur Lombardo, vous avez eu satisfaction en ce qui concerne les chiffres tout à l'heure. Et puis maintenant, l'attitude même, le comportement de l'Ivoirien au quotidien, des populations. Le comportement des populations, on ne peut malheureusement que l'observer. C'est vrai qu'on parle des déchets. Il y a plusieurs familles de déchets. Donc il n'y a pas simplement l'Ivoirien, il y a aussi l'entreprise. Sur Akwedo, on va voir arriver des déchets ménagers, mais on peut aussi voir arriver des déchets d'entreprise, jusqu'à des déchets biomédicaux, donc des déchets qui sont eux-mêmes infectés par des maladies. Donc ça, il y a le citoyen, c'est vrai, c'est celui qu'on voit le plus, mais la filière des déchets demande une plus large participation de la part des acteurs privés et du grand public. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a les déchets en tant que tels, et puis on a aussi les systèmes d'assainissement de la ville d'Abidjan. Or, on se rend compte que nos caniveaux à ciel ouvert sont le plus souvent engorgés. Donc, on a des déchets qui se mettent à l'intérieur, on a des eaux qui se retrouvent bloquées à l'intérieur. Et là, comme le disait tout à l'heure le ministère, on se retrouve avec des maladies hydriques qui vont arriver. Donc, paludisme, des risques de choléra, etc. etc. Donc, ça, c'est la deuxième difficulté que l'on va retrouver. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est l'existence de tout un système de dépôt mis en place par rapport à nos déchets. Ça veut dire qu'il faut aussi voir la distance que peut mettre en place l'administration entre l'individu et le déchet.
excusez-moi, entre l'individu et le dépôt de collecte. Il faut se déplacer, donc il faut pouvoir y arriver. Est-ce qu'on a déjà suffisamment de systèmes qui sont mis en place comme ça, donc des bacs à ordures, comme disait tout à l'heure la personne qui était interviewée. La deuxième chose qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'on met encore tous nos déchets en vrac. Donc ça veut dire qu'il y a une prochaine étape, il y a déjà des travaux qui sont mis en place, mais il y a une prochaine étape qui va être le tri sélectif de nos déchets. Donc vous voyez à peu près l'état dans lequel on est aujourd'hui, où on a malheureusement trop souvent un comportement aussi bien de la part d'opérateurs économiques que de la part des individus, qui est de jeter un peu tout n'importe où, n'importe où, et alors qu'on doit aller jusque dans un système où l'individu et l'entrepreneur doivent organiser et séparer chacun de ces déchets pour que maintenant on puisse avoir une valorisation qui va se mettre en place. Donc la sensibilisation, l'éducation, l'information et le rappel permanent sont des choses importantes. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les nouveaux dispositifs qui sont mis en place par la Nagette, ce sont des camions blancs. Ça veut dire que dès qu'ils sont sales, on les voit. Et finalement, on a quelque chose aujourd'hui qui véhicule une image de propreté, ces camions blancs que l'on voit sur Abidjan. Alors j'espère qu'on les verra aussi dans d'autres villes du pays. Ces camions blancs nous inspirent à la propreté et espérons aussi que par des petites actions comme ça ou des petits messages comme ça, on arrivera aussi à rappeler le lien que nous avons avec la propreté. Parce que l'Ivoirien, par définition, n'est pas un homme sale. C'est un ensemble de choses qui nous ont amenés à cette situation. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur ce qu'on a très bien su faire dans le passé. Monsieur Aguedi, en plus du fait que vous avez déjà la décharge, l'attitude des populations d'Akoedo de façon générale, c'est quoi? Très franchement, on jette les ordures, les individus jettent les ordures partout aussi? Effectivement, je crois que c'est un problème national que la Côte d'Ivoire vit. L'État ou le ministère appelle à un changement de mentalité, mais je pense que la politique vient de l'État. Il ne faut pas se leurrer. Ce changement de mentalité dont prend l'État et peut-être les structures compétentes, eh bien, doit être impulsé par l'État. À Akoedo Village, c'est vrai que la décharge est à proximité, mais depuis quelques décennies, des gens ont adopté une attitude qui est liée un peu à tout à l'heure à ce qu'évoquait votre question. Si nous cherchons des bacs à ordures et qu'il n'y a pas tout près de nous, les ordures sont déversées par endroits. Et c'est ce que nous observons, même à Akoedo. Donc, nous avons un double problème à Akoedo. Il y a la présence de la décharge, mais il y a le fait que le village lui-même a été transformé en décharge bis. Et ça, imaginez un peu les préjudices, ne serait-ce qu'au niveau de la santé que cela crée pour les populations. Dans votre propre sein, vous avez des solutions, non? Nous avons initié des campagnes de salubrité au niveau du village. Vous savez que nous avons reçu de cela ou alors hérité de cela de nos parents qui, spontanément et sans contrainte, chaque matin quand ils se lèvent, ils balaient devant leur maison. Ils balaient derrière leur maison, devant leur cour, dans la rue. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des cérémonies extraordinaires. Qu'il y ait des instructions particulières, ça devrait être naturel, c'est cela. Les gens le font. Mais ouais, que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est vrai, est quelque peu lié aussi à la quantité de déchets maintenant qui est produite. À une certaine époque, et vous allez voir que les réactions des populations d'Akoedo sont récentes. À une certaine époque, les populations ne sentaient pas ce fardeau parce que la population n'était pas aussi assez élevée, n'était pas aussi importante. Et donc aujourd'hui, le nombre d'habitants à Akoedo a augmenté et Akoedo est devenu pratiquement un quartier de Cocody, donc en pleine ville. Et ces gestes que nous suivons dans tous les quartiers d'Abidjan, ce sont des gestes qui ont, malheureusement, nos gestes que nous avons hérités de nos parents ont disparu. Et donc, les gens ne se gênent pas à considérer les caniveaux comme étant des bacs à ordures parce qu'il n'y a pas de bacs à ordures à proximité. C'est dommage que les bonnes habitudes reviennent. Alors, M. Ouattara, Abidjan, ville propre, disons, le grand ménage, on a eu droit à cette opération. On peut en faire un bilan, là où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que cela a donné? Le bilan du grand ménage, il est mitigé. D'ailleurs, c'est pourquoi on est en train de débattre sur la question. Le bilan, c'était une belle initiative, le grand ménage. D'ailleurs, c'était une grande campagne de sensibilisation pour amener les populations à adopter ces gestes éco-citoyens qui contribuent à la préservation, à l'amélioration de la qualité de leur cadre de vie. Mais aujourd'hui, malgré les efforts du ministère,
malgré les efforts des différents acteurs, on constate que d'édition en édition, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes ONG qui nous aident à travailler ces samedis, ces premiers samedis de chaque mois. Et la population ne se sent pas concernée. La population ne se sent pas concernée. À ce point? À ce point. Oui, le constat, il est là. Et donc, malgré ça, nous tenons toujours à aller de l'avant. Et nous continuons de mettre en place des stratégies de sensibilisation, surtout de proximité, qui permettent un peu de motiver, de susciter un peu ce petit changement de comportement, qui permettent aux différentes cités, syndics de cités, qui peuvent initier ces genres d'actions dans les quartiers et ne pas attendre seulement que les premiers samedis de chaque mois, mais aussi des initiatives individuelles et collectives dans chaque quartier pour au moins assainir les quartiers. Et donc, pour en venir à votre question, le grand ménage, il est salutaire parce qu'à un moment donné, il fallait chercher à impliquer les populations. Oui, les comportements sont difficiles à changer, ça prend du temps et nous y attelons et nous mettons tous les moyens, toutes les stratégies en place pour avoir les résultats escomptés. L'opération Grand Ménage, on va remettre sur la table, non? Il sera remis sur la table, exactement, et avec une nouvelle stratégie. Très bien. La nouvelle, c'est le transfert, là nous passons au deuxième point de notre émission. La nouvelle, c'est le transfert de la décharge d'Akwedo au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. C'est une des politiques majeures du gouvernement en matière de salubrité, le recyclage et la transformation des ordures à des fins utiles. Une politique qui fera de nos villes les plus propres de la sous-région. C'est du moins ce que vise l'opération. Un reportage de Frédéric Oulaye et de Sita Soro. Créée en 1965, la décharge d'Akwedo recueillait jusqu'à sa fermeture les déchets et autres ordures ménagères du district d'Abidjan. Ce sont environ 3000 tonnes d'ordures qu'elle recevait par jour. En 50 ans, la décharge a donc reçu plus de 18 millions de tonnes. Cette décharge traditionnelle à ciel ouvert avait des conséquences néfastes au plan environnemental avec la pollution de la nappe phréatique et surtout sur la santé des populations riveraines. Aujourd'hui, il n'est plus possible de déverser des ordures ménagères et autres à la décharge d'Akwedo. Un nouveau site a pris le relais. Il s'agit du Centre de valorisation et d'enfouissement technique CEVET de Kosiouin, un village de la sous-préfecture de Songon à 45 km au nord d'Abidjan. Ainsi, depuis le 2 novembre, les déchets émanant des ménages, des industries et des hôpitaux sont convoyés vers le site moderne de Kosiouin, bâti sur une superficie de 5 hectares. La construction de cet édifice répond au besoin de protéger l'environnement et d'assainir le cadre de vie des populations abidjanaises, tout en préservant l'équilibre écologique. Comment se fait donc désormais la collecte des ordures de leur lieu d'origine jusqu'au centre de valorisation et d'enfouissement technique? Les déchets des ménages et des industries conditionnés dans des sacs adaptés sont conservés dans des poubelles fermées. Le précollecteur, à son tour, vide ses poubelles dans un coffre mobile couvert. Il achemine les déchets vers les postes de groupage qui sont des centres de transit, des endroits aménagés à cet effet. Arrivés au centre de transfert, ils sont déversés dans des conteneurs à grande capacité. À partir de postes de groupage au nombre de 7 et des compacteurs, les ordures sont acheminées dans des camions de ramassage couverts en direction des centres de transfert. Commence alors la dernière étape du voyage, celle du transfert vers le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Pour le traitement, la transformation et la valorisation ou l'élimination des déchets. Le CEVET de Kosiouin comprend en plus d'une aire de casier aménagée pour le stockage écologique des déchets, des plateformes de tri et de valorisation et une unité de traitement. Il comprend également un dispositif de collecte et de traitement du biogaz et un bassin de rétention des eaux pluviales. Moi, j'aime mon pays quand il est propre. Et vous? C'est comme ça que nous avons compris la chose. Vous, l'expert, vous êtes sur le plateau, vous allez nous expliquer davantage. Donc, je commence par vous, M. Aguédé, d'Akwedo, à Kosiouin. Redécrivez-nous Akwedo aujourd'hui. Est-ce que, je n'ai pas envie de dire entre guillemets, est-ce que c'est l'enfer, Akwedo, avec les ordures? Aujourd'hui, les populations veulent quoi, de façon nette? Merci pour la question.
Akwédo, la décharge, je vous ai dit, depuis 1965, oui. Mais cette décharge occupe près de 153 hectares. 153 hectares, même si la partie qui est exploitée environne, je dirais même autour de 100 hectares, mais les nuisances qui sont causées sont multiformes. Mais avant de peut-être répondre à la question véritablement, le village d'Akwédo, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas voulu de cette décharge au départ. Ce sont des entreprises d'import-export qui, par je dirais même des astuces, qui eux seuls, ils ont le secret, qui ont pu obtenir des premiers sites de déversement d'ordures parce qu'il y avait un talweg approprié, je dirais même à cet effet. Et donc, depuis 1965, c'était la CITAF, comme l'a dit tout à l'heure, M. Lomado, qui gérait ces ordures. Mais je dis, la population d'Abidjan, qui avoisinait à peine, je dirais même 2 millions d'habitants à l'époque, eh bien, ne produisait pas aussi d'ordures qu'aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas eu de réaction des populations. Jusqu'à, je dirais même, la réaction la plus extraordinaire, c'est depuis 2006, après le déversement des déchets toxiques. Déjà que, eh bien, ces déchets occasionnaient régulièrement des nuisances, non seulement au niveau de la rémanence, des odeurs à ne plus finir, mais il y avait un corollaire de préjudice lié aussi à la santé, mais aussi à l'environnement. Parce qu'on ne se contentait pas peut-être de déverser les ordures, mais Akwédo village était encore une deuxième décharge, le village lui-même. Parce que on a parlé de recyclage tout à l'heure, mais le recyclage des ordures se fait comment? Ce sont des populations, d'autres populations qui vivent de décharges, qui sont venues s'installer pour la circonstance à Akwédo et qui reviennent avec les déchets qui sont déposés sur la décharge, qui reviennent au village et qui font encore des dépôts sauvages et qui nous créent tous ces préjudices dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, la situation actuelle, je ne pourrais pas dire qu'elle est catastrophique, mais je pense que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer parce que après 2006, quand on a compris qu'il y avait enfin une population qui vivait à Akwédo, eh bien, les données ont changé dans l'exploitation de la décharge. L'implication du village dans ce qu'on peut appeler des mesures d'accompagnement pour un mieux-être des populations. Parce que les populations étaient livrées à elles-mêmes au niveau de la santé. Imaginez un peu, aujourd'hui, l'espérance de vie a considérablement baissé à Akwédo du fait de la décharge. Certains ils pensent que nous bluffons, mais faisons le tour des villages, ne serait-ce qu'Achan. Aujourd'hui, l'espérance de vie est moins de 40 ans. Le doyen du village, qui est un jeune, à peine 75 ans, nous l'appelons doyen jeune. Donc, et les orphelins, à 95%, les jeunes sont orphelins. Donc la situation est alarmante, mais quelque chose a été fait depuis 2006. 2006, lorsque on a fait entendre notre voix, il y a eu un centre de santé qui a été créé pour nos populations. Aussi extraordinaire que cela soit, Akwédo village supportait les nuisances des autres quartiers du district d'Abidjan, mais il n'y avait pas de centre de santé digne de ce nom. Il a fallu donc qu'il y ait un blocus qui traduit, je dirais même un ras-le-bol des populations en 2006, où même on a érigé une clôture à l'entrée de la décharge, pour qu'enfin le gouvernement se dise, attention, c'est un peuple ou c'est un groupe ethnique que nous sacrifions, il faut revoir les choses. Et dans la politique de l'État, certaines choses ont commencé à être prises en compte dans les engagements que l'État a pris. Il y a par exemple eu le bitumage des voies, il y a par exemple eu la construction du centre de santé dont j'en parlais tantôt, mais il y a eu aussi la prise en compte des populations jeunes, la prise en compte des femmes, des besoins des femmes. Mais même si un protocole d'accord a été signé, quand nous faisons le bilan, beaucoup reste à faire parce que les engagements de l'État n'ont pas été tous tenus. Très bien, beaucoup reste à faire. Nous allons poser la question tout à l'heure. Monsieur Ouattara, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire de façon nette que la décharge d'Akwédo est fermée? Oui, on peut le dire clairement que la décharge... Parce que pour l'opinion publique, lorsque vous dites que c'est fermé, ça veut dire qu'on ne va plus avec même 1 gramme d'ordure
des déchets dans ces environs-là. Donc expliquez-nous davantage. Oui, je vous explique davantage. Il faut qu'il sache peser ses mots. Parce qu'avant de venir, il y avait des camions qui déversaient encore. Alors quand c'est fermé, c'est fermé. Oui. Mais il n'a pas encore répondu. Je n'ai pas encore répondu. Donc, je lui disais que la décharge d'Akwedo est fermée et le processus est en cours. D'accord? Aujourd'hui, si vous prenez depuis le 15 décembre, le nombre de camions de voyage en direction d'Akwedo a chuté de 90% de la strength totale. Donc, on n'a seulement que 10% des camions qui arrivent sur Akwedo. Mais la fermeture officielle sera prononcée par les autorités, les plus hautes autorités du pays, à travers une cérémonie officielle de fermeture et qui va consacrer en même temps le projet de réhabilitation de la décharge. Et donc, cette date sera très prochainement, sûrement avant la fin de l'année, en accord avec les populations d'Akwedo. Et donc, la procédure, elle est enclenchée, elle est irréversible. La décharge d'Akwedo, à la fin de cette année, elle est fermée totalement. Très bien. La décharge d'Akwedo, oui, vous voulez réagir? Je voulais juste ajouter une chose. C'est que tous les camions, les opérateurs du district d'Abidjan ne vont plus à la décharge d'Akwedo. Donc la décharge d'Akwedo est fermée. Il y a un seul opérateur qui continue d'aller à la décharge, c'est l'opérateur qui traite les ordures de la ville de Grand-Bassam. Parce que, pour le moment, on ne sait pas s'il faut mettre ces ordures sur les quantités de l'opérateur Ecoti, qui est un des opérateurs du district d'Abidjan, ou de l'opérateur Eco et Bureni. Et je pense que c'est quelque chose qui va se régler d'ici demain, selon ce que m'a dit mon directeur général. Très bien. Alors, la décharge d'Akwedo, vous avez parlé de sa réhabilitation. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que par réhabilitation, nous autres, nous comprenons qu'on prendra certaines dispositions, mais on continuera les activités sur ce site-là. Est-ce que c'est le contraire? Non, c'est le contraire. La réhabilitation de la décharge, ça dit qu'on va arrêter d'envoyer les déchets à Akwedo. Et de deux, on va refaçonner le site pour le rendre en un parc attractif, un parc urbain, où il fera bon vivre, où toute la population ivoirienne et abidjanaise, en particulier le village, pourrait aller se récréer, où on peut aller même se former. Il y aura un centre de formation sur ce site, où on peut aller faire du sport, et où on pourrait aller aussi à la bibliothèque. Et donc, il y aura un parc écologique urbain qui va permettre d'oublier vraiment la psychose que nous avons aujourd'hui. Et désormais, le village d'Akwedo, ce ne serait plus Akwedo village lié à la décharge, mais ce serait lié à un parc urbain, moderne, écologique, où ils font bon vivre. Et j'espère que toutes les populations d'Abidjan iront les dimanches et les samedis pour faire des sports, pour se récréer. On doit y croire fermement, absolument. Oui, absolument. Les travaux seront bientôt enclenchés, et vous verrez, c'est formel. Monsieur Lombardo, comment est-ce que vous voyez cette transformation-là, Akwedo actuel et Akwedo dans 1 an, dans 2 ans, un parc où chacun peut prendre un pot, voilà. En fait, techniquement, ils vont confier la dépollution à la nature. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apporter une couche superficielle de terre en surface pour reboucher les déchets. Ils vont mettre un ensemble de plantations à l'intérieur. Techniquement, la chose est possible. Techniquement, la chose est possible. Le site n'a pas été choisi par hasard dans l'ancien temps. Il a été choisi parce qu'il avait d'abord sa forme en ravin qui permettait d'entasser des déchets à l'intérieur. Mais le plus important, c'était la couche d'argile qui faisait son socle. Et donc, ça retenait tous les lixiviats pour empêcher la pollution des nappes phréatiques, la pollution de la lagune d'Abidjan, etc. Donc, le site en tant que tel n'est pas un site dangereux. Donc aujourd'hui, quand on va parler de réhabilitation, on ne peut pas extraire tous les déchets qui sont à l'intérieur. Donc il faut les enterrer, j'ai envie de dire. Et donc cet enterrement, ces funérailles de la décharge d'Akwedo, entre guillemets, on va les recouvrir par quelque chose de superficiel, entre guillemets, et on va venir planter la nature par-dessus. Et à côté, j'imagine, il y a peut-être encore des poches de gaz qu'il faudrait aller expurger parce qu'il y a des petites choses encore qui sont à l'intérieur. Mais ensuite, c'est un travail de génie civil qui sera mis en place. Il y a une légende urbaine qui dit que Central Park à New York est une ancienne décharge. Alors, j'ai jamais pu le vérifier techniquement, donc c'est pour ça que je parle de légende urbaine, mais on peut très bien imaginer qu'un jour, avec les efforts qui sont faits, avec la collaboration du génie humain et de la nature, on arrivera effectivement à avoir un site qui soit un site propre. Mais il y a un autre débat qui va se poser sur Akwedo, c'est que, comme le disait tout à l'heure le représentant de la chefferie, Akwedo, quand il n'y a pas de camion, c'est vide.
Il faut marcher sur cette décharge, c'est un silence incroyable. Et dès qu'un camion arrive, vous avez tout de suite une masse de personnes qui va arriver à l'intérieur. Donc oui, il faut réhabiliter ce site, c'est un travail très important qui va être fait, mais aussi il y a toutes les activités des personnes qui vivaient justement du recyclage et des déchets. Et ça, c'est une question aussi en termes d'activité génératrice de revenus qui peut se poser aussi pour la décharge d'Aquedo. Monsieur Félix Nadrou. Bon, ce que je voulais dire d'abord, c'est que dire que la décharge n'est pas dangereuse, ça, je ne partage pas cet avis. La décharge d'Aquedo est un site dangereux. Parce que d'abord, cette décharge contient du gaz, qui est un gaz dangereux, du biogaz qui contient ce qu'on appelle le méthane, qui contient l'azote, qui contient du dioxyde de carbone, mais qui peut aussi contenir des gaz aussi dangereux tels que l'hydrogène sulfureux. Donc, c'est un site dangereux. En plus, ce site contient ce qu'on appelle le lixivia. Le lixivia, qui est un jus produit par la masse de déchets, qui est également dangereux parce qu'il est très basique. Donc, la transformation ne consiste pas seulement à couvrir le site des terres, comme il le dit. Il y a plusieurs opérations à mener. La première opération, c'est de casser tous les talus qui peuvent être dangereux, qui peuvent à tout moment s'affaisser, et aplanir tout le site. Deuxièmement, il faut éviter que l'eau de pluie rentre à nouveau dans les ordures pour produire le lixivia. Donc, chercher à le couvrir. Ensuite, il faut créer des puits de gaz pour capter tous ces gaz qui sont enfuis. Ces poches. Tous ces gaz. Et seulement après, il faut végétaliser la superficie pour en faire ce qu'on veut. Ce que moi je voulais dire à propos de la décharge d'Aquedo, ma crainte c'est que le représentant du village pourra peut-être nous rassurer, c'est qu'il ne faudrait pas que la population soit tentée d'utiliser ce terrain pour faire des bâtiments, pour faire des maisons. Ça, c'est très important. L'État a décidé, comme l'a dit le directeur, de faire un parc urbain, de faire une école de métiers de recyclage et bien d'autres choses. Je pense qu'il faudrait qu'on laisse le temps à l'État d'aller jusqu'au bout de son projet. Parce que c'est totalement inapte pour des résidences. Oui, M. Ouattara. Oui, je disais, pour appuyer à ce que le conseiller technique a dit, effectivement, le projet en lui-même, de façon succincte, je vais vous le présenter. Vous avez une partie de la décharge d'Aquedo où il n'y a plus de présence de déchets qui sont consolidés et une partie où il y a une présence de déchets. Et cette partie où il y a la présence des déchets, comme M. Cédric l'a dit, et cette partie sera remodélisée de sorte qu'on ait vraiment une sécurisation du massif des déchets qui est là. Et cette sécurisation va permettre d'exploiter le biogaz à l'intérieur tout en évitant les infiltrations, donc une couverture finale. Et le biogaz qui sera utilisé, il sera transformé en énergie électrique pour le fonctionnement du centre du parc. Et aussi, s'il y a un excédent, qu'on pourrait mettre sur le réseau national vendu à l'État. Mais l'autre partie qui est là, c'est le lexivia, qui est le jus qui est dangereux, comme l'a dit M. le conseiller. Et effectivement, le projet prend en compte cette donnée. Ce lexivia, il sera pompé. Nous n'allons plus le laisser s'écouler gravitairement. Il sera pompé, il sera traité, ramené aux normes internationales de rejet, de sorte qu'on puisse le remettre dans le milieu naturel qui est la lagune Ébrié, sans gêne, sans pollution. Et donc, le parc va fonctionner en toute sécurité au plan environnemental, technique et choses. Alors, il ne s'agit plus de la population, il ne s'agit pas pour la population d'aller sur ce centre pour lotir quoi que ce soit. Il n'aura pas cette possibilité. C'est un centre qui sera mis en place. La population peut participer à sa gestion. Et donc, ce ne serait pas possible pour elle d'aller encore relotir cette terre qui devient un patrimoine écologique de l'État de Côte d'Ivoire et avec la population. Et donc, c'est ça.
Très bien. Avant de donner la parole à M. Aguedi, je voudrais très rapidement vérifier auprès de vous, techniciens, les rumeurs de la nappe phréatique qui a été atteinte. Vrai ou faux? Il n'y a pas d'études approfondies qui nous permettent de dire aujourd'hui la nappe phréatique d'Abidjan a été atteinte. Quand vous prenez les conditions hydrogéologiques au niveau d'Akwedo, alors l'écoulement des eaux vers la nappe phréatique n'est pas possible à partir des courants d'écoulement d'eau souterraine. Donc, il n'y a pas d'études. Effectivement, tout le monde en parle. Ce qu'on sait, oui, c'était bon de vérifier auprès de vous, c'est que les eaux s'écoulent vers la lagune ébriée, mais pas en dessous. Bon, ce que je voulais ajouter, c'est que de toute façon, la nappe phréatique n'est pas exploitée dans cette zone d'Abidjan. La nappe phréatique n'est pas exploitée dans cette zone d'Abidjan. C'est d'ailleurs pourquoi, lors de la construction du centre d'enfouissement technique, on a tenu compte du fait qu'on ne devait pas faire un centre d'enfouissement technique dans le sédimentaire, c'est-à-dire la zone qui part à peu près de la côte jusqu'à la région d'Akoupé. Cette zone-là, il est défendu de faire un centre d'enfouissement technique dans cette zone. Voilà. D'accord. C'est votre avis sur la question? Vous avez entendu la rumeur comme moi? Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, la réputation de cette décharge a été d'avoir été choisie en raison justement de sa couche argileuse qui devait empêcher la pénétration de l'exivia. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on se pose la question sur Akwedo, mais il est vrai que les risques de ruissellement d'eau, de pluie abîmée par les déchets et donc qui vont vers la lagune existent pour toute la ville d'Abidjan, comme elles existent pour les autres villes qui ont des cours d'eau, etc. Et que dans certains cas, effectivement, les risques d'infiltration maintenant du lixivia et d'autres autres matières polluantes des déchets à travers les eaux vont exister sur d'autres sites d'Abidjan. Ce que vous dites est plutôt valable pour des zones sablonneuses? Je vous prendrai un exemple simple. Quand vous venez à Grand Bassam, parce que moi je suis résident bassamois, vous dépassez le pont de Mossou et vous verrez qu'à un moment, on avait une décharge qui avait été organisée à cet endroit-là. Cette décharge, vous avez vu dans l'exemple de la nagette tout à l'heure, on avait une géomembrane noire, donc une matière plastique noire qui recouvrait la décharge et qui a pour objectif d'empêcher, un artifice apporté par l'homme, d'empêcher toute forme de ruissellement. Quand vous arrivez sur la décharge qui se trouve de l'autre côté du pont de Mossou à Grand Bassam, on n'a pas forcément ce dispositif. Donc on a des risques d'infiltration et les populations ont des zones qu'elles vont cultiver à côté de ça. Elles vont récupérer l'eau et elles vont aller arroser leurs plantes. Donc on a un exemple de choses qui est maîtrisé dans l'ancien temps par des dispositions naturelles. On a un exemple de choses qui sont maîtrisées sur le nouveau site grâce à des dispositions humaines qui vont être mises en place. Mais cette question va se poser pas seulement pour la décharge Akwedo, elle doit se poser pour tout site, entre guillemets, qui n'a pas été aménagé à destination d'enfouissement technique de déchets. Monsieur Aguedi, est-ce que Akwedo est rassuré lorsque vous entendez tout cela? Akwedo reste toujours très dubitatif relativement à toutes les promesses qui ont été faites. Akwedo reste. Mais je veux dire que vous avez eu certaines séances de travail, des échanges qui certainement, vous, au fil des rencontres, essaient de vous convaincre. J'en arrive effectivement. Parce que la réhabilitation de la décharge, c'est nous qui l'avons souhaité de tous nos voeux. Et cette réhabilitation est consignée dans l'article 4 et l'article 5 du protocole d'accord que nous avons signé avec l'État. Bien sûr, l'État l'a voulu aussi. À l'exploitation de la décharge. L'État l'a voulu, mais c'est nous qui l'avons souhaité. Tout à fait, les deux ensemble. Vous savez pourquoi nous l'avons souhaité de tous nos voeux? Parce qu'en 2002, lorsque la ville d'Abidjan exploitait cette décharge, on nous a promis de la fermer un an après, en 2002. Nous étions en 2002. Mais après, et cette promesse a été, j'ai dit même, reléguée au calendrier grec. En 2006, en faveur, n'est-ce pas, du scandale des déchets toxiques, nous avons réitéré notre intention de pouvoir fermer cette décharge pour que les populations d'Akwedo, qui aspirent évidemment à un mieux-être, puissent vraiment, qui est naturel, puissent vraiment y avoir accès et donc aux commodités que les autres populations ont. Mais en 2006, le protocole, au moment où le Premier ministre arrivait en Côte d'Ivoire, nous a promis donc de fermer la décharge dans un délai de 1 an. En 1 an, rien n'a été fait. Nous sommes allés au protocole du 5 novembre 2007. Vous voyez, je suis en train de faire un parcours. Le protocole a été signé pour la fermeture de la décharge pour une période de 30 mois. 30 mois, ça nous a amené au 15 juillet 2010, où un autre protocole a été signé.
pour 30 mois. Et nous étions cette fois-ci en fin 2012. Et le 1er janvier 2012, voilà qu'on signe encore un autre protocole, un avenant numéro 1, toujours pour exploiter la décharge parce qu'un centre d'enfouissement technique dans les règles de l'art n'a pas encore vu le jour. Aujourd'hui, c'est vrai, les données ont changé. Akuedo peut être soulagé parce que nous avons participé en tant qu'invités à la pose de la première pierre de Kosiwan en avril dernier. Et ce qui nous a fait un peu peur, c'est que la promesse avait été faite, la promesse ferme que le Premier ministre a faite à Kosiwan, c'est que le 6 juillet 2018, Kosiwan devait être ouvert et la décharge d'Akuedo devait être fermée. Ça n'a pas été le cas. On nous a promis début novembre, ça n'a pas été le cas. On nous parle de fin d'année. Si Kosiwan est ouvert, la réhabilitation que nous avons souhaitée, nous ne voyons pas ce qui pouvait gêner cette réhabilitation-là. Si l'État est soucieux des souffrances de nos populations, nous pensons que tout doit se faire concomitamment. Au moment où Kosiwan est ouvert, on ne peut pas permettre à une autre entreprise, quelle que soit, je dirais même, ses obligations, de venir déverser les ordures. Alors demain, on risque de nous dire, c'est vrai, puisque c'est une entreprise maintenant, ce n'est plus d'ici d'Abidjan, c'est maintenant la ville peut-être de Bassam. Peut-être qu'il fait un clin d'œil à M. Lombardo, qui va me dire davantage tout à l'heure, qui maintenant, aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas si Kosiwan peut supporter les déchets, tous les déchets du district d'Abidjan, alors on permet à Bassam de venir déverser ces déchets. Mais moi, je vais prendre l'État à témoin. Je vais prendre l'opinion nationale et internationale aussi à témoin. D'ici la fin de l'année, on nous a déjà fait trop de promesses. D'ici la fin de l'année, la décharge sera fermée. Mais on veut nous faire croire que nous sommes peut-être en février ou en mars. Nous sommes dans le mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui au 18 décembre. Il n'y a que 12 ou 13 jours pour que nous soyons à la fin de l'année. Alors, il faut que cette promesse-là, cet engagement-là, soit tenu par l'État, parce qu'Akuedo a envie de franchir une autre étape dans l'exploitation de la décharge, la phase de la réhabilitation, bien sûr, que nous appelons de tous nos voeux. Bien sûr que votre appel a été entendu, et d'ailleurs, M. Ouattara est auprès de vous. M. Ouattara, aujourd'hui, là n'est plus ma question véritablement, il a fait la chronologie, nous avons compris, je ne veux pas présager de ce qui va se passer demain, mais aujourd'hui, on parle de Kosiwan, d'Akuedo à Kosiwan. Tournons la page, la première page, Akwédo, Kosiwan, qu'est-ce qui va se passer désormais? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que désormais, toutes nos ordures se dirigent là-bas ou bien qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bien, avant de revenir à votre question, je voudrais rassurer M. Aguédé et puis au-delà de lui, toute la population d'Akwédo. La décharge d'Akwédo sera fermée. Et je l'ai dit ici sur ce plateau, la cérémonie officielle sera annoncée par les autorités de ce pays et vous aurez la date. Il n'y a pas de doute là-dessus et le processus il est réversible. Et vous convenez avec nous que l'État est soucieux de vos préoccupations. Et vous êtes d'accord avec nous que nous avons mis en place des mesures sociales pour accompagner le village dans le cadre de ce projet de réhabilitation et nous travaillons ensemble pour la mise en œuvre de ces mesures. Alors, et donc, d'Akwédo à Kosiwan, c'est deux choses à ne pas comparer, parce qu'elles ne sont pas comparables. Très bien. Voilà. Parce que Akwédo, c'est un dépotoir sauvage. Akwédo, c'est un dépotoir sauvage qui n'a, je souffre de le dire, mais qui ne respecte aucune norme de traitement écologique des déchets. De l'autre côté, vous avez une infrastructure qui, d'ailleurs, dans ce secteur-là, qui en manquait d'ailleurs, vous avez une infrastructure qui a été conçue, construite dans les règles de l'art, qui obéit aux standards internationaux de protection de l'environnement et de traitabilité des déchets. Et donc, tous les déchets d'Abidjan iront à Kosiwan en transitant par les centres de transfert qui permettront d'optimiser la collecte tout en assurant la propriété derrière et vont se déverser à Kosiwan. À Kosiwan, ça n'a pas été conçu où on a demandé aux gens d'aller déposer les déchets. En attendant, non. À Kosiwan, vous avez toutes les mesures de sécurité. Où les déchets seront déposés, nous avons pris toutes les mesures pour la sécurisation au plan environnemental. Dans le fond du casier, vous avez une imperméabilisation de l'ordre de 10 puissance moins 11, où les règles internationaux demandent 10 puissance moins 9.
Et donc, vous avez une couche d'argile de 2 mètres qui a été compactée pour atteindre une imperméabilisation de 10 puissance moins 9. Ça veut dire que quand vous avez cette valeur, il vous faut 1 an pour qu'une goutte d'eau puisse traverser 30 cm d'argile. Et nous avons 2 mètres. Au-dessus de cette couche, vous avez une géosynthétique bentonique qui permet de venir renforcer l'imperméabilisation. Et au-dessus de cette couche encore, vous avez une géomembrane et un géotextile. Ces mêmes mesures sont sur les flancs. Et lorsqu'on met les déchets sont compactés et en même temps recouverts quotidiennement pour empêcher l'envol des déchets et les nuisances de dégagement, tout ça. L'eau qui est en bas, elle est récupérée et elle est traitée selon les standards internationaux et réutilisée pour le fonctionnement du centre. Ça veut dire qu'une partie de cette eau-là, elle est utilisée pour arroser les déchets et une autre est utilisée pour arroser tous les espaces verts du CEVET. Et le gaz que nous allons exploiter, qui se dégage à Akwedo, ce gaz-là, il sera récupéré. Aujourd'hui, vous allez voir les bouts des torchères qui sont là, les bouts de la tuyauterie, le gaz sera utilisé pour sa transformation en énergie électrique, pour que le centre puisse l'utiliser pour fonctionner. Et si éventuellement il y a un excédent, on va le vendre à l'État. Et donc, c'est une infrastructure qui n'a rien à voir avec Akwedo. Et je ne souhaite pas qu'on les compare, parce que d'un côté, vous avez le jour et la nuit, et de l'autre côté, vous avez le jour. Si on peut s'exprimer ainsi. Voilà, vous avez une infrastructure qui obéit, et je vous assure que c'est l'un des plus grands centres en Afrique, et même voire en Europe, qui reçoit aujourd'hui, qui est conçu pour recevoir 4500 tonnes le jour. Et donc, avec toutes les règles et toutes les mesures internationales qui sont appliquées sur ce site. Et donc, ça n'a rien à voir avec Akwedo, et il faudrait que la population sache que Akwedo, c'est terminé. Vous avez une technologie innovante en matière de traitement des déchets, qui est une technologie de pointe, qui est appliquée à Kossoouin et qui prend en compte toutes les préoccupations environnementales et sociales sur ce site. Et là, je m'adresse maintenant à M. Nadro. Quel est le mode opératoire aujourd'hui, vous, à Naged? C'est dire que lorsque quelqu'un dépose des ordures juste devant, des déchets juste devant son domicile, quel est le parcours jusqu'à ce que tout arrive à Kossoouin? Merci. Je le dis délibérément parce que il y a un moment, chacun enlevait ses ordures, on jetait où on voulait, où on pouvait en plus. Est-ce que les choses ont changé dans ce sens-là? Il faut reconnaître que dans la gestion des déchets, il y a plusieurs maillons. Le premier maillon, c'est le maillon de la précollecte. C'est à ce stade-là que vous voyez les jeunes gens qui viennent dans les ménages pour prendre les ordures. Lorsqu'ils prennent les ordures, ils les mettent soit sur un poste qu'on appelle poste de groupage, parce que là, vous avez seulement disposé quelques coffres, ou alors, ils vont avec des engins spéciaux, comme des tricycles, sur un centre qu'on appelle centre de groupage. L'engin monte sur la plateforme et il transvase les déchets dans un récipient. De là, il y a un camion, un type de camion qu'on appelle les camions Empirol, qui vient soulever le coffre et il le transporte au centre des transferts, qui se situe dans le deuxième maillon, qui est la collecte. Il y a également des bennes preneuses qui peuvent faire du porte-à-porte et aller directement au centre de transfert. Et du centre de transfert, vous avez des gros conteneurs. Ces gros conteneurs-là, lorsqu'ils sont remplis, ils sont emmenés jusqu'à Kossoouin, qui se situe à près de 50 km à peu près. Voilà un peu le schéma tel qu'il se présente. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le circuit, certains acteurs sont éliminés? Est-ce que désormais, on ne verra plus ces jeunes gens avec des moyens de fortune qui viendront, oui, nous voulons 1000 francs par jour ou 500 francs par an? Est-ce qu'on est sorti de ce schéma-là? On est sorti de ce schéma. Je dirais qu'on est sorti de ce schéma parce que les précollecteurs sont pris en compte. D'accord. Ils sont pris en compte. Vous voyez que la plupart des précollecteurs que vous voyez aujourd'hui, ils sont soit habillés en tenue Ecoti, qui est la société qui intervient dans la zone 1,
c'est-à-dire Cocody, Port-Boué, Cocody et Plateau, Bergerville, Abobo et Anyama. Et la zone de Ekoué et Bioni, vous avez les autres quartiers. Ces précollecteurs-là sont habillés comme les autres travailleurs de ces sociétés-là. Ils sont pris en compte. Ils sont pris en compte à travers la sous-traitance que ces collecteurs opérateurs font avec des opérateurs locaux, et c'est les opérateurs locaux qui les prennent en charge. Donc, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Et l'objectif à terme, c'est d'arriver à un stade où ils ne pourront plus encaisser les ménages. C'est très important. Ils ne pourront plus encaisser les ménages parce qu'ils seront directement payés par les sous-traitants des entreprises. Monsieur Lombardo, vous avez fait le même constat que nous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un maillon qui a été oublié dans le circuit et qui pourrait causer préjudice au mode opératoire? En fait, moi, comme je suis Bassa-Moi, je n'ai pas le même système de collecte que celui d'Abidjan. D'accord. Donc c'est vrai que pour l'instant, je continue à rémunérer parce que je trouve que ces personnes qui sont en retro et qui amènent les déchets jusqu'aux bennes que nous avons et qui sont répartis un petit peu sur Grand Bassin, ces personnes nous rendent quand même un service qui est très important. Donc c'est vrai qu'on est en train de créer, avec le nouveau site, on est en train de créer un modèle vertueux, un très bel exemple de ce qui se fait dans d'autres pays africains, comme Isakam au Cameroun, etc., ou en Éthiopie. En tout cas, on crée sur Abidjan quelque chose qui est véritablement un modèle vertueux. Et en créant ce modèle vertueux, on va créer des emplois et on risque effectivement d'en détruire d'autres. Donc il y a toute une concertation qu'il faut mettre en place avec les parties prenantes. Chaque acteur a un petit peu un rôle. Mais c'est vrai que, hélas, j'ai envie de dire, je préfère voir les nouveaux camions qu'on a sur la route qui nettoient les routes d'Abidjan que de voir ces femmes que nous avions avec le balai à la main, avec un masque, en train de nettoyer notre ville avec un trafic polluant, etc., etc. Donc, on a un cycle vertueux qui va se mettre en place. Il y a effectivement certains emplois qui seront sacrifiés et il y a certainement des mesures d'accompagnement ou des organisations qui vont être mises en place entre la mairie, l'autorité de l'administration centrale et puis les populations pour voir justement comment est-ce qu'on peut Quand vous parlez de certaines activités qui seront sacrifiées, vous parlez de ces activités qui ne sont pas officielles, c'est cela? Par exemple, le précollecteur tout à l'heure, qui était aujourd'hui, on a un système, si j'ai bien compris, donc de précollecte qui va se mettre en place directement avec tout le système de la filière normale. Et on a quand même des précollecteurs qui viennent avec des hauts-traux et dont on charge, qu'on rémunère, qui viennent récupérer un petit peu les déchets et qui les amènent dans des endroits qui sont les bennes à ordures. Est-ce qu'on peut les récupérer autrement? Non? Oui. Non, les précollecteurs ne vont plus intervenir avec des charrettes. Ça, il n'en est plus question, ni avec des tricycles. Ce sont les opérateurs qui mettront des camionnettes à leur disposition pour faire le travail de précollecte. C'est différent. Voilà. D'accord. En tout cas, la gestion des ordures reste encore une préoccupation pour la Côte d'Ivoire, tout le monde le dit. Et il suffit de traverser nos villes pour constater un peu les déchets. Mais aujourd'hui, de gros efforts ont été faits pour assainir notre environnement. Plusieurs projets en vue. Ces projets qui ont été mis en place par le ministère. On va suivre ce reportage de Chris Diomandé, Joël Diallo et Flora Balogueye pour mieux comprendre. Parti d'un système de collecte des ordures ménagères et assimilées, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a engagé une politique de propreté avec comme première étape l'agglomération d'Abidjan. Cette politique, qui se présente comme une innovation majeure, met en relief la structuration du système de gestion des déchets qui implique des caractéristiques plus cohérentes. La nouvelle vision que nous avons s'inscrit dans la dynamique de promotion de l'économie circulaire. Cette économie circulaire qui s'oppose à l'économie linéaire qui, par le passé, était donc le fait de produire des déchets et de les transférer dans une décharge, tout simplement, et ces déchets étaient destinés à l'abandon. Aujourd'hui, notre vision, c'est de faire en sorte que nous améliorons non seulement le cadre de vie par une bonne politique de propreté, mais que ces déchets récupérés puissent avoir une seconde vie. Donc, nous sommes pour une politique de valorisation et de recyclage des déchets, ce qui nous éviterait donc d'enfouir systématiquement, donc à terme, tous les déchets
Et cette politique, naturellement, vous devez le deviner, pourra, ma foi, offrir de nombreux emplois à nos jeunes, être l'opportunité de création de nouvelles filières, n'est-ce pas, en matière de valorisation, de recyclage des déchets, tout cela s'inscrivant naturellement dans les bonnes pratiques qui découlent de la signature de l'accord de Paris sur le climat et qui s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a également prévu un plan de réhabilitation de la décharge traditionnelle d'Akwedo. C'est une décharge totalement dépassée, qui ne répond plus aux normes et qui doit disparaître. C'est un engagement pris par le président de la République. La décharge d'Akwedo ne sera pas abandonnée après sa fermeture. C'est important de le dire. Cette décharge sera réhabilitée, traitée et naturellement le site réhabilité sera valorisé. Cette décharge sera transformée en un parc magnifique où les populations pourront y pratiquer des activités sportives, des activités familiales, de promenade. Nous aurons également sur ce parc un centre de formation au métier de l'environnement, de renforcement de capacités, un centre de documentation également, pour tout ce qui concerne les questions environnementales, justement pour indiquer que désormais, notre pays a décidé donc d'être une référence, un leader en matière environnementale, en matière de gestion des déchets ménagers. Près de 40 milliards de francs CFA ont été investis par l'État pour offrir aux Ivoiriens un meilleur cadre de vie dans un environnement propre. Monsieur Ouattara, on parle d'économie circulaire. Aujourd'hui, les ordures, tout à l'heure, lorsqu'on commençait, c'est M. Lombardo qui le disait, c'est de l'or. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez en faire plus tard? D'accord. Permettez-moi de revenir tout à l'heure à une question que vous avez posée au conseiller technique, de sorte à rassurer tous les acteurs de la filière Abidjan. Le maillon qui est vraiment fondamental, c'est la précollecte. Dans cette nouvelle politique de gestion, les précollecteurs ne sont pas mis à l'écart. Au contraire, nous avons professionnalisé la filière, c'est-à-dire tous les précollecteurs sont regroupés en PME et ces PME ont des contrats de sous-traitance avec les opérateurs qui les équipent, qui les forment et qui les habillent et qui supervisent leur travail sur le terrain en leur affectant des prestations claires et précises. Et donc, aucun précollecteur d'Abidjan n'est mis à l'écart. Ce que nous demandons aux populations, ce ne sera rien de payer de l'argent aux précollecteurs parce qu'ils sont déjà rémunérés par les opérateurs. Et donc, le service de collecte, il est gratuit. Il est gratuit sur toute l'étendue du territoire d'Abidjan. Et donc, il faudrait que les populations arrêtent de payer aux précollecteurs parce qu'ils sont déjà rémunérés par les précollecteurs. Ça, c'était pour... D'accord. Alors, revenons maintenant à notre question. La nouvelle vision, vous avez parlé d'économie La nouvelle vision, oui, c'est l'économie circulaire. Évidemment, si nous voulons moderniser la chaîne de gestion des déchets, et nous allons mettre vraiment un pan sur l'économie circulaire. L'économie circulaire n'est rien d'autre que la production de valeur, de richesse à partir des déchets. Et, okay, vous souvenez-vous qu'il y a une déclaration d'Abidjan en 1996 qui disait que le déchet n'est qu'une ressource, qu'il faut la remettre dans la chaîne de production pour produire des emplois, des richesses. Nous avons pratiquement un potentiel de valorisation des déchets à plus de 70% des déchets Abidjan. Si vous prenez seulement une étude sommaire a montré qu'en valorisant 40 à 50% des déchets Abidjan, vous avez un gap de 15 à 20 milliards que vous produisez en Abidjan. C'est une richesse énorme. Et on ne prend même pas en compte le potentiel énergétique aussi de ce qui est fermentescible. Et donc, tout ce bien qui est enfoui dans le déchet, pourquoi est-ce qu'on ne l'exploiterait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'exploiterait pas? Est-ce que la naissance de Kossi Mouin correspond tout de suite à la mise en œuvre de cette stratégie? Correspond à cette vision
Et ce que nous devons souligner en particulier, c'est qu'on ne crée pas une filière de valorisation pour la créer. Et donc, c'est pour cela le cahier, le promoteur, l'opérateur de la décharge, il a obligation de faire une étude de faisabilité de toutes les filières de valorisation, de sorte à s'assurer que nous aurons des filières qui sont viables économiquement, socialement et environnementalement. Et donc, une fois que nous avons les conclusions de cette étude, et donc nous passerons à la mise en œuvre de ces filières qui vont permettre d'exploiter une partie de la main-d'œuvre d'Aquedo. Nous pourrons organiser toutes ces personnes en des PME, c'est notre vision en tout cas. Certains précollecteurs seront reconvertis en PME également sur toutes ces parties de valorisation, sur toutes ces filières. Et donc, aujourd'hui, c'est un gap important, ça ne sert à rien d'aller enfuir. Nous sommes dans une phase d'urgence de l'exploitation de Kosiouin. Et dans 6 mois, nous passons vraiment à la valorisation proprement dit sur ce site où vous aurez toutes les filières qui sont viables, qui seront mises en œuvre. Et donc, qui va permettre d'embaucher toutes ces personnalités. Quel est votre point de vue sur cet aspect technique, M. Nadrou? Bon, disons que c'est pour ça qu'on parle de CEVET, Centre de valorisation et d'enfouissement technique. Il ne s'agit pas seulement d'enfuir les déchets, mais sur ce site, vous avez en plus des dispositions qui sont prises pour faire la valorisation. Je vous disais tantôt que des puits sont creusés déjà dans le massif des déchets pour capter tous les gaz confinés et produire soit de l'électricité. Et en fonction de la constitution, parce qu'on ne produit pas forcément de l'électricité avec le biogaz, si le biogaz n'a pas une teneur en méthane suffisante, plus de 70%, vous ne pouvez pas faire de l'électricité. Dans ce cas, vous êtes obligé de l'envoyer à une torchère. Donc, il y a déjà des dispositions qui sont prises. Il y a aussi la valorisation matière qui va se faire, c'est-à-dire le tri pour la récupération des bouteilles, pour la récupération des sachets, tout cela va se faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que le contrat que l'État a avec l'opérateur qui intervient au niveau de la décharge, c'est un contrat de 7 ans. Et avant les 7 ans, on ne peut pas se permettre de faire une valorisation en amont. Parce que ça voudrait dire qu'on prive l'opérateur d'une certaine quantité de déchets, alors qu'il faut lui assurer cette quantité de déchets-là, qui est de 1 258 tonnes par an. Donc, dans les premiers temps, la valorisation va se faire sur le site et par la suite, on pourrait envisager d'utiliser des digesteurs, par exemple, pour produire de l'électricité. Il y a différentes étapes que vous avez prévues. Alors, désormais, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon aujourd'hui de valoriser nos déchets, M. Lombardo? Là, on a un bon exemple qui a été donné. Tout à l'heure, on avait dit un déchet, surtout un déchet organique, lorsqu'il va pourrir, va générer un gaz. Et donc, ce gaz-là a un potentiel de fournir de l'électricité. Donc, imaginez, on va produire de l'électricité avec nos déchets. C'est quand même quelque chose de merveilleux qu'on va voir arriver en Côte d'Ivoire, premier point. Deuxième point, on le disait aussi tout à l'heure, on va récupérer la deuxième production qui est un liquide. Ce liquide va être traité. Et donc, on va récupérer une eau qui va servir en arrosage, dans l'exemple qui a été donné. Et donc, vous voyez bien qu'au lieu d'avoir justement on produit, on jette et puis on laisse tomber les choses, on produit, on récupère et puis on va revaloriser les choses. Mais il y a d'autres déchets maintenant qu'il faut regarder. On a notamment les déchets plastiques. Les déchets plastiques auront toujours une valeur. Ils peuvent être recyclés, donc notamment pour faire des bassines, etc. Donc il y a des filières à mettre en place. Et je ne pense pas que le CEVET va accueillir toutes les technologies. Il faudra amener aussi ces déchets, d'autres opérateurs économiques qui existent en Côte d'Ivoire. Vous avez aussi un artisanat du déchet plastique avec des gens qui fabriquent des pavés. Donc c'est des petits métiers qu'il ne faut pas oublier parce que là, on est en train de parler beaucoup sur Abidjan, mais la RTI, c'est 96% du territoire. Et on peut se poser des questions sur Jacquesville, Dabou, si on suit le littoral, ou Béléban, Odiéné, Bouna, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de défis qu'il va falloir relever et apporter chaque solution à chaque ville de Côte d'Ivoire. On a un beau modèle qui se met en place sur Abidjan. On a une belle valorisation qui est possible. Elle va demander de réunir de nombreux acteurs. Mais le plus important, c'est de ne pas aussi oublier Boaké, Yamoussoukro, etc., etc. Alors, M. Aguédé, ça vous donne une idée? Ça donne une idée à Kouedo qui a envie de dire que la décharge reste chez nous et que nous soyons rémunérés? Je ne vous le fais pas dire. Il faut dire que c'est Aquedo les populations d'Aquedo qui sont très heureuses d'accueillir cette nouvelle de la fermeture de la décharge d'Aquedo. Mais nos attentes sont réelles. Vous savez, le sacrifice qui a été consenti
pendant 53 ans est énorme. Et c'est pourquoi, lorsque l'État nous a déjà proposé sa nouvelle vision de gestion des déchets, connaissant un peu les préjudices que nous avons subis, non seulement au plan environnemental, mais au niveau de la santé physique des populations, nous n'avons pas hésité à aider l'État à réussir cette politique. Oui, et nous sommes très heureux. Aujourd'hui, une question précise. Nous sommes très heureux. J'en viens. Qu'est-ce qu'Akwedo veut aujourd'hui? Ce qu'Akwedo veut. Vous posez la question sérieusement? Vous l'avez entendu sérieusement? Je l'ai entendu sérieusement. C'est-à-dire que ce qu'Akwedo veut est consigné dans un document. Très bien. Que nous avons discuté et nous sommes accordés avec l'État. Mais je vous le dis sérieusement parce que nous avons rempli la part de notre contrat jusqu'à aujourd'hui. À un certain moment, le fonctionnement de la décharge était perturbé par les populations d'Akwedo. Parce que cette gestion approximative, aucune population ne pouvait rester insensible à cela. Mais lorsque nous avons compris les efforts que l'État était en train de faire pour construire un centre d'enfouissement technique, comme le rappelait M. de l'ANAGED et M. du ministère, eh bien, nous avons voulu laisser faire les choses. Et on nous a promis qu'une fois que ce centre sera en activité, Akwedo sera fermé. Mais, et c'est là où votre question devient intéressante, mais nos attentes sont réelles, parce que les engagements que l'État a pris vis-à-vis de nos populations, ce sont des engagements écrits. Aujourd'hui, depuis donc, juin 2014, où il y a eu presque un vide juridique entre la population d'Akwedo et l'État relativement à l'exploitation de la décharge, l'État veut soutenir tous ces besoins des populations d'Akwedo dans ce qu'il a appelé l'accompagnement social, qui, à juste titre, va suivre dans ce projet-là. Et donc, nous avons déjà fait des propositions. Et ces propositions, nous pensons que, par rapport au sacrifice consenti, l'État, eh bien, oui, on n'a pas nous du tout de doute. Nous avons posé la question, voilà, effectivement, pour que tout le monde l'entende, mais nous savons très bien que vos propositions sont arrivées à destination. Monsieur Ouattara, très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes, est-ce que l'intérieur du pays est concerné par tout ce qui est en train de se passer? Oui, c'est la prochaine étape de la nouvelle politique qui est mise en œuvre. Toutes les villes de l'intérieur sont concernées. Et donc, je vois très prochainement, Madame le ministre va annoncer le programme de modernisation de la gestion des déchets dans les autres villes de l'île. Je tenais à rassurer M. Lombardo, c'est que parallèlement à ces infrastructures, nous avons des infrastructures complémentaires, notamment des déchetteries, qui permettront aux populations abidjanaises d'y convoyer tout ce qui est encombrant, tout ce qui est déchets de démolition et tout ce qui est déchets verts pour leur valorisation. Et l'ANAGED nous promet qu'on enlèvera toutes les ordures dans les rues, qu'il n'y a plus pas de soucis? Pas du tout, il n'y aura plus de soucis. Il n'y a pas de soucis. Les dispositions sont prises. Et vous le voyez déjà depuis le 2 novembre. Très bien. Vous avez été convaincu de tout ce que vous avez entendu de la part de l'autorité? Les déchets, c'est une longue histoire. On vient de voir un nouveau projet qui vient s'ouvrir. Moi, j'ai une dernière requête, c'est nos piles, les déchets énergétiques, nos déchets électroniques. C'est aussi des choses qu'il va falloir qu'on pense à traiter, en tout cas, qui donnera plus de talent. C'est sûr. En tout cas, merci à vous, messieurs. Oui, tout à fait. Pendant que vous êtes en train de... Il y a un programme qui est en cours et dont nous allons le mettre en œuvre à partir de 2019. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On a bien compris que si l'on en demande à l'État de Côte d'Ivoire, on ne peut pas ne pas interpeller les populations non plus. Une nouvelle politique de gestion des déchets est mise en œuvre par l'État, un nouveau comportement donc exigé. Les deux ensemble pour rendre notre environnement salubre. Je crois que c'est possible. En tout cas, merci à vous, monsieur Cédric Lombardo, d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci à vous aussi, monsieur Félix Nadro. Monsieur Lazeni Ouattara, merci. Et merci à vous, monsieur Blaise Aguédé, d'être venu sur ce plateau pour nous aider à comprendre et échanger sur ce sujet qui intéresse tous les Ivoiriens. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur RTI 1. C'était le débat. Merci.